Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Dirigé par Michel Costantini et François Soulages. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Belgique, Claude Javot, Univ. Libre de Bruxelles, Brésil, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Salvador, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia, Saint-Clément d'Oride, Sofia, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jin Nseo, Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ. Sévilla, France, Michel Costantini et François Soulages, Univ. Paris 8, Géorgie, Marine Vekwa, Univ de Tbilissi, Grèce, Panayotis Papadimitropoulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Catholique Pasmani Pété Egietem, Russie, Tamaragela, Univ. Dorel, Slovaquie, Radovan Goura, Univ. Matej Bel, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, UNV. Centrale de Taïwan, Taipei. Série Retina. 3 François Soulages, dire La ville et les arts. 11 Michel Gironde, dire Les mémoires de la violence. 12 Michel Gironde, dire Méditerranée et exil. Aujourd'hui. 13 Éric Bonnet, dire Le voyage créateur. 14 Éric Bonnet, dire Esthétique de l'écran. Lieu de l'image. 17 Manuela de Barros, Duchamp et Malevich. Art et théorie du langage. 18 Bernard Lamizet, L'œil qui lit. Introduction à la sémiotique de l'image. 30 François Soulages et Pascal Bonafou, dire Portrait anonyme. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 35 Pascal Martin et François Soulages, dire Les frontières du flou. 36 Pascal Martin et François Soulages, dire Les frontières du flou au cinéma. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 40 Marie-Luce Liberge, Images et violences de l'histoire. 41 Pascal Bonafou, Autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire Du maniérisme à l'art postmoderne. 44 Bernard Névin, Roy Lichtenstein, De la tête moderne au profil Facebook. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 49 Dominique Château, Théorie de la fiction. Monde possible et logique narrative. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler. Pratique de la défaillance entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 56 François Soulages et Sandrine Lecor, dire Les frontières des écrans. Suite des livres publiés dans la collection Eidos à la fin du livre. Secrétariat de rédaction Sandrine Lecor. Publié avec le concours de Frontières. Sous la direction de François Soulages. Fondement de la problématique des frontières géoartistiques, géopolitiques et géoesthétiques. François Soulages, dire Géoartistique et géopolitique. Frontières Paris L'Harmattan, Col. Local et global 2012. Gilles Rouet et François Soulages, dire Frontières géo-culturelles et géopolitiques Paris L'Harmattan, Col. Local et global 2013. Problème des frontières géoartistiques et géopolitiques. François Soulages, dire Mondialisation et frontières. Art, culture et politique Paris L'Harmattan, Col. Local et global 2014. Éric Bonnet et François Soulages, dire Lieu et monde. Art, culture et politique Paris L'Harmattan, Col. Local et global 2015. Gilles Rouet, dire Quelles frontières pour quels usages Paris L'Harmattan, Col. Local et global 2013. Pedro Sanginés et François Soulages, dire Fronteras, Conflicto e Paz, Granada, édition de la Universidad de Granada, Colección Eiren Instituto de la Paz y los Conflictos 2014. Pedro Sanginés et François Soulages, dire Frontières, conflits et paix, Granada, édition de la Universidad de Granada, L'Harmattan, Colección Eiren Instituto de la Paz y los Conflictos 2014.
François Soulages, dire, Biennale d'art contemporain et frontières Paris l'Harmattan Col. Local et global, 2014. François Soulages et Sandrine Lecor, dire, Les frontières des écrans Paris l'Harmattan Col. Eidos, série Retina 2015. Œuvre des frontières géo-artistiques et géopolitiques. Gilles Picarel, Les frontières de l'extériorité, journal de recherche 2014, Paris l'Harmattan Col. Retina Création 2015. Alejandro Herbeta, Frontières et mémoire. Journal de recherche 2014, Paris l'Harmattan Col. Retina Création 2014. Éric Bonnet, dire, Frontières et Sperluette, œuvre, corps et territoire, Paris l'Harmattan Col. Local et global, 2014. Katia Légeret, dire, Rodin et la danse de Siva, Saint-Denis, PUV 2014. Suite des titres Frontières à la fin du livre. Introduction. L'empire des chiffres et de l'image. Régis Debray. La doxa présente et représente les écrans d'aujourd'hui comme des passerelles bien aimables. Et cela n'est pas faux. C'est vrai que le narcissisme fait aimer les écrans qui produisent, entre autres, des images de nous-mêmes qui nous gratifient, à défaut de nous élever dans la pensée. C'est vrai que les écrans nous élèvent aujourd'hui plus que l'école, car le premier pouvoir n'est plus politique, mais médiatique et argentique s'entendant ici comme étant composé d'argent. Nous sommes en effet confrontés à la nature paradoxale des nouveaux écrans qui sont d'une part argentiques et capitalistiques, d'autre part numériques et virtuels. Il faut comprendre cette apparente contradiction, plus exactement cette double nature nécessaire. Nouvelle question théologique de la double nature de cette nouvelle religion qu'est Internet. D'où notre hypothèse, passer d'une vision enthousiaste pour les écrans passerelles à une interrogation distante sur les écrans frontières. En effet, les écrans produisent des représentations qui, si nous ne sommes pas vigilants, nous enferment dans les frontières de l'illusion. Apparemment, rien de nouveau sous le soleil de la caverne, les frontières emprisonnent les hommes écranisés et globalisés, et pourtant si, il y a du nouveau face à ces servitudes volontaires, les écrans nous enrichissent aussi considérablement et nous pouvons aussi nous élever grâce à eux. Question de nature de l'écran ? Non, question d'usage, donc question de médiation et de choix, de politique et d'éthique. Et cela se complique car le problème est aussi géopolitique, géoéconomique et géocapitalistique. Mais il est aussi accent aigu au culturel, géoartistique et géoesthétique, mais il est aussi géophilosophique. D'où la nécessité d'écouter et de dialoguer avec les philosophes, et de recevoir et de travailler les œuvres des artistes qui interrogent les frontières des écrans. Et elles sont multiples et diverses ces frontières. C'est pourquoi dans notre projet Frontières 2012 à 5, nous devions traiter ce problème, car les écrans ont tendance parfois à se substituer au monde et à la chair. Aussi avions-nous organisé une journée d'études intitulée Frontières, vitrines, écrans, le 10 juin 2013 à l'INHA à Paris. Ce livre s'est construit à partir des réflexions produites à cette occasion. L'approche est d'abord 1 degré moment philosophique, puis 2 degrés moment esthétique, s'ouvrant même, comme dans la journée d'études, sur une esthétique de la vitrine, ultime écran. Ce livre a été rendu possible grâce à l'aide de Retina International et du Labex Art H2H. Il a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence nationale de la recherche au titre du programme Investissement d'avenir. Convention attributive d'aide numéro ANR 10 LABX 8001. Qu'il soit ici vivement remercié. François Soulages et Sandrine Lecor. Philosophie. Chapitre 1. Le sujet d'en face. L'écran fait obstacle. Le mur obstrue le passage. Éric Bonnet. Écran et frontières. Si l'on suit Bonnet, l'écran est donc frontière entre le réel et sa représentation, à la fois frontière défense et frontière passage. C'est pourquoi il est ambivalent, écran de projection et écran de protection, à la fois l'un et l'autre. Une pensée de l'écran est donc une pensée de l'ambivalence des frontières, une pensée due à la fois. D'autant plus qu'elle est à la fois non seulement frontière intérieure de l'écran et frontières extérieures de l'écran, mais aussi ce que limite l'écran et ce qui limite l'écran. Une pensée de l'écran est donc un cas particulier et spécifique d'une pensée de la frontière, objet ambivalent s'il en est. Et de même qu'il y a des frontières et qu'il faut dialectiser cette notion, car les réalités visées par ce mot frontière sont plurielles et différentes,
De même, il faut penser, en tout cas désigner et ne pas oublier la pluralité des écrans et dialectiser cette notion d'écran. En conséquence, les enjeux d'une interrogation sur les frontières des écrans sont multiples. Idéologiques et philosophiques, politiques et économiques, esthétiques et technologiques. Car avec la globalisation et même avant, les écrans, comme toute frontière, sont géo-idéologiques et géopolitiques, GE accent aigu au communicationnel et GE accent aigu au culturel. Et cela, les hommes du pouvoir le savent, en jouent et en abusent, les hommes de la pensée le repèrent, le déconstruisent et le dénoncent, les hommes de l'art le mettent en place, en scène et en jeu, les hommes de la cité le vivent, le savent et le subissent. Comme l'écrit Bonnet, les écrans font obstacle et obstruent le passage. Il faut donc entrer par la porte étroite, et il en est peu qui la trouvent, pour reprendre l'image de Matthieu qui juste avant écrivait « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ambivalence encore des frontières des écrans, difficulté et possibilité de ne pas en être prisonnier ou bien d'en faire l'Aufabung, c'est tout l'espoir ou l'utopie que l'on peut espérer ou rêver? Car nos rapports aux écrans peuvent être violents, et l'on pourrait réécouter et reprendre la phrase de Freud à propos de l'homme au rat, une bataille fait rage chez notre amoureux entre l'amour et la haine qui sont dirigés vers la même personne. Ainsi, à la fois nous aimons et haïssons les écrans et leurs frontières. C'est pourquoi il y a bataille en nous et conséquemment entre nous. Vivre les écrans et les frontières est donc une expérience, intérieure et extérieure, intime et sociale, sociétale et politique, d'abord polémique et héristique. Les penser ou simplement les analyser, voire les interroger, cela pourrait-il être une expérience heuristique? Il en va non seulement des écrans et de la société, mais aussi des luttes du moi pour se maintenir et s'affirmer. C'est une ambivalence entre un amour bien fondé et une haine non moins justifiée, dirigés tous deux vers la même personne, à savoir l'écran, car l'écran est alors vécu comme une personne, car l'écran frontière est oublié au profit de l'écran donateur de l'être aimé, bien évidemment. Le sujet est amoureux de l'écran, protection et projection. Et c'est ça le problème des frontières de l'écran, c'est qu'on l'aime, et c'est parce qu'on l'aime qu'on le hait. C'est pourquoi on peut parler de l'angoisse face à l'écran. Angoisse du sujet d'en face. L'écran révèle au sujet le sujet d'en face, à savoir lui et pas lui. Tout sujet est face au sujet d'en face. Les prisonniers des écrans contemporains vivent cette réalité angoissante, les artistes de l'écran la travaillent, les politiques et publicitaires s'en servent. Jacques Derrida rappelait que les hommes politiques sont aujourd'hui d'abord des acteurs de la scène médiatique. Par exemple, les politiciens impuissants qui donnent l'illusion de diriger la France, le Brésil ou le Mali, ne sont plus que des tacticiens producteurs de l'heure, se donnant comme étant le sujet d'en face recours pour les sujets d'ici-bas. Phénoménologie de l'écran. Le regard de l'écran engendre-t-il un rapport particulier au monde, et au corps en particulier? Est-ce ce qui fait sa force, son pouvoir et sa richesse? Ou bien pourrait-on dire à propos de l'écran ce que Racamier écrivait à propos de la schizophrénie? La mise à mort du réel, de l'objet et du moi. La mise à mort du sujet ici-bas et du sujet d'en face? Bref, l'écran est-il une frontière, voire une illusion d'absence de frontière pour accéder au sujet d'en face? L'écran frontière. En quoi l'écran transforme-t-il notre appréhension visuelle du corps? Quelle différence existe-t-il entre un corps en chair et en os, au sens husserlin de l'expression? Regarder est le même, corps regardé à partir de l'écran entre le corps du sujet et le corps du sujet d'en face? Y a-t-il frontière ou non à cause de l'écran entre le sujet ici-bas et le sujet d'en face? Pour plus de clarté, nous désignerons le corps en chair et en os par l'expression le corps même et le corps regardé via l'écran par l'autre corps. Le même devient-il autre, et si oui, comment et pourquoi? En quoi l'écran modifie-t-il donc peut-être notre approche de l'existence du corps d'autrui? En quoi transforme-t-il son essence? En quoi révèle-t-il en lui une extériorité sans intériorité, une frontière infranchissable? En s'appuyant sur la mythologie barthésienne de la photographie, l'écran serait la preuve de la vie. La société de surveillance et de drones repose sur cette proposition. Quelles sont les thèses en présence? Thèse 1, le corps même est vivant en mouvement, c'est la vie. Thèse 2, l'autre corps est la preuve de l'existence du corps même, c'est le fameux ça a été. Or il apparaît très rapidement que la thèse 2 est fausse. D'abord parce qu'un trucage est toujours possible. Ensuite parce que si l'autre corps semble en mouvement, il n'est pas pour autant conséquemment en vie.
Enfin parce qu'il existe une troisième raison qui invalide ou du moins rend problématique la thèse 2, à savoir le problème traditionnel et crucial de l'intersubjectivité et du solipsisme, problème de la frontière par excellence. La thèse 2 apparaît alors dans toute sa naïveté, victime de l'illusion de la certitude sensible, premier degré de l'immédiateté. Comment en effet l'écran, grâce à l'autre corps, donc au corps regardé via l'écran, pourrait-il résoudre l'épineux problème de l'existence du monde, des corps et d'autrui ? Comme l'écrit Descartes au début de la dernière des 6 méditations métaphysiques, il ne me reste plus maintenant qu'à examiner s'il existe des choses matérielles. Or la thèse 2 prétend le démontrer grâce à l'écran. La présentation. Mais est-ce si naïf ? En fait, qu'accomplit Husserl dans la 5e méditation cartésienne pour le problème du solipsisme, comment prétend-il pouvoir franchir cette frontière ? N'utilise-t-il pas justement implicitement d'une part l'écran comme modèle théorique, permettant l'intelligence de la présentation d'autrui, d'autre part l'autre corps comme modèle du corps même ? Entrons dans le détail de l'analyse husserlienne. Husserl veut prouver l'existence du monde matériel. Pour cela, il privilégie un objet de ce monde, le corps d'autrui qui fonctionne comme la faille dans l'inconnaissable, comme ce par quoi l'existence du monde est donnée et démontrée. L'expérience d'autrui est double. D'une part autrui est devant moi en chair et en os, d'autre part autrui ne m'est pas donné en original immédiatement. En effet, si autrui m'était donné en original immédiatement, autrui ne serait qu'une partie ou qu'un moment de mon être à moi, 5 ans. Il y a une frontière entre autrui et moi. Ce n'est que médiatement qu'autrui m'est donné en original, et ce, grâce à une certaine intentionnalité médiate, idem, la présentation. Cette apprésentation est la marque de la coprésence de l'ego et de l'alter ego. Nous retrouvons le paradoxe de l'autre corps de l'écran. Le corps donné est absent, la présentation étant le postulat pratique de toute vision et de tout déchiffrement de l'écran, du sujet d'en face par le sujet ici-bas. La présentation d'autrui ne consiste pas en une connaissance complète de lui-même comme corps. En fait, autrui m'est bien présenté, mais alors je ne le reconnais pas comme alter ego. La présentation est donc la condition nécessaire de la présentation. De même, l'autre corps de l'écran ne se donne pas d'emblée comme corps connu. Il n'y a pas de vision compréhensive immédiate, mais une compréhension médiatisée, même si elle est apparemment instantanée de la vue du signe qu'est l'autre corps, image écranique du corps même. L'ego de cet alter ego est un ego qui a la même structure et les mêmes propriétés que mon ego. C'est moi-même, idem. Il est constitué à l'intérieur de la sphère psychophysique, comme homme primordial, comme moi personnel, immédiatement actif dans mon corps unique et intervenant par une action immédiate dans le monde ambiant primordial. Par ailleurs, sujet d'une vie intentionnelle concrète, sujet d'une sphère psychique se rapportant à elle-même et au monde. C'est eu égard au même présupposé que je postule que l'autre corps est semblable au corps même, et qu'ainsi je peux faire fonctionner imagination et fantasme à partir et autour de l'image écranique du corps. L'association accouplante. Mais comment un objet peut-il être considéré comme corps ? Mon ego ne peut appeler corps un autre objet que s'il ressemble à mon corps, organique, Leib. C'est par analogie avec mon organisme que je considère que l'objet dit homme que je perçois est un autre organisme. Cette prise de conscience n'est pas le fruit d'un raisonnement, mais seulement d'une apperception assimilante, condition de l'association accouplante. Quels sont les différents moments de cette association accouplante ? Dans un premier temps, les deux objets apparaissent à la conscience. Ils sont totalement distincts, il n'y a pas encore association. Dans un second temps, les deux objets se recouvrent partiellement. Il y a entre eux association accouplante et échange d'éléments. Dans un troisième temps, ils se recouvrent totalement. L'association accouplante est alors totale, eu égard à l'égalité des deux objets. Entre eux se produit un échange de tous les éléments, c'est le cas limite vers lequel on tend asymptotiquement. La ressemblance entre mon corps, toujours là, distinctement présent pour ma sensibilité, 51, et le corps d'un autre permet à l'autre corps d'acquérir le statut d'organisme et ainsi de se différencier des autres objets que je perçois. De même, c'est la ressemblance entre le corps même et l'autre corps qui permet avec l'écran mimétique la perception assimilante et la fondation apparemment radicale de l'écran intentionnel. Entendons par là de l'écran comme écran de quelque chose. L'écran intentionnel renvoie toujours à deux objets. Le représentant et le représenté, l'autre corps et le corps même.
Aussi voyons-nous qu'entre le couple autre corps même existe un trouble fait qui est la condition d'existence de ce couple, à savoir l'écran dans sa matérialité même. C'est cette matérialité qui a tendance à nous échapper, tout comme la corporéité du corps d'autrui échappe à Husserl. En effet, l'autre ne m'est pas donné d'un coup dans sa totalité. Ce n'est que progressivement que je le saisis, ces différents caractères spécifiques s'éclairant un à un. Alors les différentes apprésentations qui me donnent l'autre se recoupent et concordent entre elles, leur synthèse donne l'autre. Cette multiplicité d'apprésentation n'est pas anarchique, il y a concordance entre elles. La concordance est une condition nécessaire à la reconnaissance de l'alter ego. L'organisme étranger s'affirme dans la suite de l'expérience comme organisme véritable uniquement par son comportement changeant, mais toujours concordant. 52. Mes perceptions toujours concordantes du physique de l'autre me renvoient à son psychique. Le physique est l'indice du psychique. Aussi, quand l'autre apparaît comme unité psychophysique, il acquiert le statut d'alter ego au sens plein. Le franchissement de la frontière. Le modèle écranique fonctionne ici totalement, quoique implicitement, dans ce texte husserlien. Je prends du corps d'autrui une série d'images écraniques, en mouvement ou arrêtées. Elles sont toutes différentes, mais concordantes entre elles. Grâce à cette concordance, j'en induis une unité physique dont j'explique le fonctionnement par le recours à une unité psychique, et ce grâce à la similitude entre mon corps et ce qui semble être le corps d'autrui. Ainsi, je passe d'une approche écranique de l'autre à l'autre en chair et en os, de L', autre corps au corps même. Le sujet d'en face est appréhendé comme sujet et non comme en face, la frontière semble franchie. Inversement, la théorie husserlienne peut servir de modèle d'intelligibilité pour la croyance écranique. Entendons par là la croyance que les images écraniques qui me désignent l'autre sont corrélatives en fait du corps même. La pluralité, lieu de différence mais aussi de concordance essentielle, de toutes les images écraniques possibles, et en particulier des images d'un même corps, me permet de passer sans heurts, sans écueil, donc en croyance, de l'autre corps au corps même, donc du désordre vu à l'ordre regardé ou plus exactement fantasmé, de l'absence de sens au sens de l'absence, de l'en-face au sujet, bref de passer la frontière. De son côté, Husserl peut alors conclure, c'est dans cette accessibilité indirecte mais véritable de ce qui est inaccessible directement et en lui-même que se fonde pour nous l'existence de l'autre, idem. Le solipsisme semble vaincu, l'existence du monde extérieur démontrée, la frontière franchie. Mais que vaut la thèse husserlienne et par là même la croyance écranique ? Sans rappeler les rapports plus que problématiques entre la genèse passive et la genèse active, 37 à 40, on peut s'interroger fortement sur la validité de la démarche. Quelle valeur, en effet, peut-on accorder à cette analogie ? En quoi la ressemblance n'est-elle pas fantasmée ? Le corps d'autrui n'est-il pas un simple fait de conscience ? Pourquoi échappe-t-il à ma sphère primordiale ? Comment savoir si le comportement du corps d'autrui est en accord avec lui-même ? 53 à 56. Comment puis-je m'apprésenter le monde primordial de l'autre, idem ? Ces questions auxquelles Husserl ne peut répondre soulignent les limites de sa théorie. Cela remet donc en cause pour nous, l'indissolubilité du couple autre corps même pour l'écran, le passage de la frontière entre le réel et ses représentations écraniques, entre le sujet ici-bas et le sujet d'en face. Perception de l'écran. Baroque et classicisme. Cette double frontière que semble imposer l'écran est-elle due à l'écran ou bien à la perception de l'écran, voire à la perception même ? Descartes pourrait nous aider dans le travail de ce problème. Les hommes passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort, mais je juge que ce sont de vrais hommes, et ainsi je comprends par la seule puissance de juger qui réside dans mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. Descartes nous montre ici quelle est sa conception de la perception du sujet d'en face. Pourquoi, quand je perçois un manteau et un chapeau qui se déplacent, je dis que je vois un homme et je le crois ? Nous avions déjà repéré cette tendance à la croyance avec le mythe barthésien du ça a été. Nous savons qu'il nourrit notre vision des écrans. Après Platon et l'allégorie de la caverne, Descartes le déconstruit, mais cette fois il est dans l'ère culturelle du baroque, ce grand adversaire contre lequel le classicisme se construit. 1635, La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca et l'illusion comique de Corneille,
1637, le site de ce dernier est le discours de la méthode de Descartes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.